Bonsoir à tous et merci de vous être motivés d'être là ce soir à l'invitation de Béatrice que je tiens à saluer parce qu'effectivement ce que j'ai apprécié dans cette démarche c'est la démarche très personnelle d'une citoyenne qui s'interroge et qui dit puisque moi je m'interroge, je pense qu'il y a d'autres citoyens qui s'interrogent comme moi et qui ont besoin d'informations. Et l'énergie que Béatrice a mis à monter cette marche est assez incroyable. Donc Béatrice, un grand merci pour cette initiative. On est un petit nombre, mais ces choses c'est quand même en plein mois d'août. Je trouve ça formidable, le week-end où tout le monde est sur les routes dans les bouchons, à se motiver pour essayer de répondre à quelques questions. Alors contrairement à ce que vous avez dit Béatrice, ma conférence ne va pas être exceptionnelle. J'ai juste accepté de vous parler du coût et de la place du nucléaire. Alors pourquoi? Je ne suis pas du tout spécialiste. Il se trouve que, étant récemment élu au Conseil régional de Normandie, quand on a la possibilité de participer à certaines instances en tant que conseiller régional, moi immédiatement je me suis dit en Normandie il faut qu'il y ait des écologistes dans le nucléaire. Il faut qu'on aille voir comment ça se passe, il faut qu'on peut-être, je ne sais pas, peut-être, oui, pouvoir participer à ce que c'est que cette énergie nucléaire en Normandie, la région la plus nucléarisée de France, avec différentes installations qu'on a. Et du coup, j'étais comme Béatrice il y a quelques mois, c'est-à-dire que j'étais anti-nucléaire parce que j'avais pris conscience qu'effectivement cette énergie était dangereuse. J'ai un fils qui est né en avril 86. Avoir un bébé de 3 semaines dans les bras quand la catastrophe de Tchernobyl nous tombe dessus, ça m'a vraiment beaucoup ébranlé. Et puis après, toutes ces autres catastrophes, et puis voilà, l'information, les déchets, oui, qu'est-ce qu'on fait des déchets? Il se trouve que je suis scientifique par ailleurs, donc j'ai aussi accès à un certain nombre de connaissances, d'informations sur les effets des rayonnements sur la santé, qui sont complètement niés par beaucoup de personnes, y compris des scientifiques, et qui pourtant existent chez d'autres scientifiques. La polémique, les discussions existent toujours, heureusement, dans la communauté scientifique, mais en tout cas, on a les sources pour se dire que cette énergie, elle est dangereuse, et qu'on a toute légitimité à essayer de travailler à trouver des alternatives et à se dire qu'à un moment, même si cette énergie est efficace, qu'elle a certaines vertus, notamment sur les émissions de gaz à effet de serre, effectivement, c'est relativement propre dans ce terme-là, mais c'est tellement épouvantable sur le plan des déchets qu'on ne peut pas dire que le nucléaire est aujourd'hui une énergie propre. Il faut que je fasse attention, que je me maîtrise pour ne pas ni partir trop loin et puis ni trop donner asséner des vérités comme ça, mais bon, voilà, juste pour vous dire un petit peu comment moi je me positionne par rapport au nucléaire. Et donc, rentrant dans les formations, décidant de m'investir sur le nucléaire et de ne connaissant pas grand-chose, j'ai fait ce qui me semblait logique de faire pour une élue. Je me suis inscrite à une formation sur le nucléaire. Et j'ai eu la chance de suivre une formation d'Yves Marignac, qu'on aurait aimé avoir ce soir, mais qui n'était pas disponible. Qui est lui un ancien du nucléaire et qui aujourd'hui est consultant et vraiment spécialisé des choses. Et sa conférence m'a vraiment apporté des éclairages que j'ignorais totalement. Et notamment, moi j'étais française depuis que j'étais née, on m'avait dit qu'en France on ne pouvait pas se passer du nucléaire. Donc je me disais c'est embêtant quand même, cette énergie ne peut pas se passer. Et puis j'ai essayé en fait de vous retranscrire ce soir un petit peu des choses qui m'ont frappé à cette formation faite par Yves Marignac sur comment effectivement la vérité est peut-être un petit peu autre que celle qu'on entend sur la place et le coût du nucléaire. Le nucléaire c'est pas cher, les factures d'EDF, si on fait des énergies renouvelables, ça va flamber, ça va monter, etc. En fait, il y a moyen de faire les choses différemment. Donc, je vais essayer très rapidement de vous donner ces quelques informations. Alors,
Des choses qu'on a entendues et qu'on connaît tout le temps, hein, c'est effectivement la France est le pays le plus nucléarisé au monde. On a, en tout cas en ce qui concerne la consommation d'électricité, vous aurez dans les conférences de la marge, vous verrez qu'on met toujours à part la consommation, la production d'électricité et les autres sources d'énergie. Enfin, c'est très compliqué, hein, le monde de l'énergie. Mais en tout cas, là, on va parler de la production d'électricité et voilà. 77% de notre électricité aujourd'hui produite par des centrales nucléaires. Et puis après, on voit que après on a un petit peu de gaz, 7%, hydraulique 5%, solaire 4%, charbon il nous reste 2%, 4 centrales au charbon encore en France en activité, hein, qu'on voudrait aussi fermer, c'est aussi une priorité. Et puis la bioénergie qui est un petit peu, mais c'est que 2%. Donc vous voyez les autres sources d'énergie qui sont pour l'instant très minoritaires, hein, bon, et qui, prises ensemble, ne représentent encore que très peu de la part d'énergie aujourd'hui dans notre pays. Alors, on peut se dire que qui de la poule ou de l'œuf, pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus d'énergie renouvelable dans notre pays? Est-ce que c'est qu'on est nul et qu'on ne sait pas en faire, ou est-ce que c'est parce que non, la place est prise en fait, hein. Quand on a décidé d'investir dans le nucléaire il y a 50 ans, il faut un retour sur investissement et une rentabilité de la filière, et donc du coup on ne met aucune énergie, sans les jeux de mots. En tout cas, on ne met pas les moyens pour développer les autres formes d'énergie. Malheureusement, on a ça sous les yeux tout le temps, l'actualité nous montre encore. Grosse déception la semaine dernière avec l'annonce que l'hydrolien, l'usine d'hydrolien inaugurée il y a à peine un mois à Cherbourg, allait être arrêtée pour des raisons purement économiques, c'est-à-dire que, une fois encore, on a le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire la rentabilité immédiate. Ben oui, c'est sûr que l'hydrolien, comme c'est des fermes d'exploitation pour essayer en fait, de mettre au point quelque chose, ben oui, pour l'instant, la rentabilité, elle va venir beaucoup plus tard. L'éolien offshore, on voit les bâtons dans les roues à chaque fois pour essayer de développer tout ça. Quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'en fait, oui, l'éolien offshore, c'est compliqué. Il y a des gens qui ont intérêt à agir, que ça ne se développe pas. Et puis on va continuer à creuser le retard qu'a la France en termes d'éolien offshore, alors que ça marche ailleurs dans les pays d'Europe, mais ça ne marchera pas chez nous parce qu'en fait, ce n'est pas la volonté politique d'y aller. Alors malheureusement, c'est la pure vérité. Donc la France a un profil très particulier avec ses 77% d'énergie, de production d'électricité dans l'énergie nucléaire. En Europe, on a la Slovaquie, la Hongrie, la Belgique, la Suède, voilà, qui sont... Vous voyez que les parts diminuent très très rapidement. Les États-Unis, qui sont pourtant le premier producteur d'énergie nucléaire, mais pas pour l'électricité, hein, pas seulement, enfin en tout cas, ils sont que 20,4% de leur électricité produite par le nucléaire, et puis on va retrouver après de plus en plus. Alors le Japon à 0,4%, je vous laisse deviner pourquoi. Le Japon a 42 centrales nucléaires et 0,4% de son électricité produite par l'énergie nucléaire. La diapo est assez récente. Ils sont sortis du nucléaire en un jour. Hein. Fukushima, les centrales ont été fermées immédiatement. Donc aujourd'hui, ils les réouvrent une par une. Je crois qu'il y en a 3 ou 4 qui sont réouvertes. Mais bon, voilà. En fait, ce qu'on aimerait, nous, c'est ne pas sortir du nucléaire en un jour, mais avoir des stratégies de long terme pour pouvoir sortir du nucléaire calmement, posément, avec des scénarios qui tiennent la route, hein, et raisonnablement. Alors, les centrales nucléaires françaises, on a 58 réacteurs qui sont répartis sur 19 centrales, c'est-à-dire que quand on parle d'une installation nucléaire, il y a plusieurs réacteurs, généralement. Donc, à Flamanville, on en a 2, et puis on en a un en construction, hein, c'est le fameux EPR. Quelquefois, j'ai envie de l'appeler l'Arlésienne, mais j'espère que ça restera toujours une Arlésienne, parce qu'on a aussi des
des gros soucis à se faire sur cette technologie et la fiabilité de ce nouveau réacteur qu'ont voulu nous imposer. Mais par contre, il y a d'autres installations nucléaires en Normandie, à La Hague, donc l'Andra, le site de stockage, et l'usine de retraitement des déchets, ce qui n'est pas une petite installation. Hein, aujourd'hui, au radeau ex-Areva. Donc, c'est la particularité des centrales nucléaires. J'aime bien cette carte parce qu'elle vous montre à la fois la date des différents réacteurs, c'est-à-dire que tous ceux qui ont plus de... Alors, j'ai actualisé, en fait, maintenant c'est plus de 35 ans en bleu marine, et puis après, les réacteurs entre 15 à 24 ans, moins de 15 ans, donc il y en a assez peu qui sont récents, et ces centrales, ces réacteurs ont tous été prévus pour en fait durer une quarantaine d'années. On sait, et donc on va arriver, pour certains d'entre eux, bah, ça y est, on a passé le cap des 40 ans. Fessenheim, dont vous entendez parler beaucoup, on demande à ce qu'il soit fermé, parce qu'on va avoir une maison tous lesquelles on veut qu'il soit fermé. Les centrales de Bugey, aussi 1979. Et puis sur cette carte, il y a une autre chose, une autre indication, c'est les aléas sismiques. Alors, bien sûr, on n'a pas mis... alors, en rouge, c'est... La France n'est pas un pays particulièrement soumis aux aléas sismiques, quoique, un petit peu quand même. Et donc on a quand même des centrales qui sont construites dans des zones qui sont à aléas modérés, hein, et qui n'ont pas forcément toujours été conçues pour résister à ça. Et puis on a plein de choses aujourd'hui, la sécurité et la sûreté nucléaire, c'est pas que le sismique, hein, parce qu'on me dit souvent, mais ce qui est arrivé à Fukushima, ça n'arrivera jamais chez nous, parce qu'on ne peut pas avoir de tsunami. Bah oui, mais on peut avoir des inondations. On a frôlé la catastrophe au Blayais il n'y a pas si longtemps que ça, hein, où il y a eu une grosse vague, une inondation, et puis on a eu une interruption du fonctionnement de la centrale pendant... Ça s'est joué à quelques minutes près, hein, pour pas qu'il y ait une catastrophe comme à Fukushima. Donc, on peut dire que quand même, on est vraiment très, très, très surencadré par le nucléaire. Et je pense que vous avez, peut-être si vous vous intéressez au sujet, vu de la carte de Greenpeace qui montre, depuis Fukushima, on sait que la zone de sécurité autour d'une centrale nucléaire, c'était pas 20 km comme on croyait avant, mais Fukushima, avec les vents, ça a été jusqu'à 80 km. Et donc quand vous faites des cercles concentriques autour de toutes les installations nucléaires de France, en fait, la France entière est couverte de risques nucléaires. Donc voilà, c'est assez... voilà. Il ne faut pas se voiler la face, il y a des choses comme ça. Alors, maintenant, nous, on a notre pays, le profil que je viens de vous présenter, c'est le profil français. Mais au niveau mondial, qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a du nucléaire en Amérique du Nord, un premier producteur effectivement d'énergie nucléaire. Il y en a en Amérique du Sud, il y en a en Europe, bien sûr, un peu en Espagne, et puis il y en a aussi, bien sûr, en Asie, en Russie, etc. Mais en fait, c'est ça qui m'avait frappé dans la conférence de Marignac, c'est qu'on a 1539 réacteurs. Hein, nous, on en a quand même 58 sur les 1539, c'est pas mal, 10% des réacteurs, et qui produisent moins de 14% de l'énergie produite dans le monde. Donc quand on nous dit qu'on ne peut pas sortir du nucléaire, en fait il s'agit de remplacer 14% de nos sources d'énergie. Donc raisonnablement on peut se dire que ça doit pouvoir se faire. Ça doit pouvoir se faire peut-être pas seulement en remplaçant l'énergie par une autre, mais avec les trois piliers dont vous avez dû entendre parler depuis le début de la marche, hein, qui sont la sobriété énergétique, l'efficacité énergétique et, en troisième pilier, les renouvelables. Et donc, normalement, ça devrait pouvoir se faire. Donc ça, c'est important de le remettre parce que nous, vraiment, notre profil particulier, il faut qu'on s'en extrait un peu, enfin qu'on prenne de la distance. Parce que si on reste sur le modèle franco-français, c'est vrai qu'on est un peu pieds et poings liés avec le nucléaire et on n'arrive pas à raisonner autrement. Mais il est plus que temps de raisonner autrement si on veut
j'allais dire, prendre le train des énergies renouvelables et pas se retrouver à la traîne des autres pays qui, eux, ont depuis longtemps développé d'autres alternatives. Et en fait, nous, on prend un retard technologique et économique sur les autres énergies renouvelables. Et puis, ce qui m'a frappé aussi, c'est l'évolution du nucléaire. Parce que là, ce schéma, il vous montre, à partir des années 50, la construction des réacteurs nucléaires dans le monde. On voit qu'on a un pic autour des années 80. Et puis, on voit que depuis les années 80, ça fait quand même depuis une trentaine d'années, en fait, le nucléaire, il décroît. Donc, ça veut dire que l'énergie nucléaire, c'est pas une énergie qui est j'allais dire qu'elle va en poupe, c'est un peu spécial, mais en tout cas, c'est une technologie qui décline. En fait, c'est l'ensemble des pays, et juste en assuré, c'est la Chine. Alors, la Chine investit dans le nucléaire, comme vous le savez, énormément. J'allais dire grand bien nous fasse, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, pas trop le choix, vu le nombre de centrales à charbon qu'ils ont et vu leur part qu'ils ont dans les émissions de gaz à effet de serre. Ils ont choisi cette solution-là qu'on leur a vendue comme étant la solution la moins émanatrice de gaz à effet de serre. Donc voilà, ils sont partis à fond, et le marché aujourd'hui, le marché du nucléaire, c'est un marché chinois, qui va se développer en Chine, alors évidemment, mais les grandes entreprises du nucléaire sont en difficulté économiquement aux États-Unis, en France, vous le savez, Areva, je vais dire Areva, mais c'est Orano aujourd'hui, perd de l'argent avec le mieux, EDF perd de l'argent avec le nucléaire, donc voilà. Donc c'est plus du tout une énergie rentable, sauf éventuellement ce petit rebond, mais qui ne sera jamais, on ne reviendra jamais en arrière au pic qu'il y avait dans les années 80 en tout cas. Donc l'évolution est plutôt, voilà, la réalité c'est plutôt celle-là, un déclin du nucléaire entamé depuis 30 ans, en tout cas dans l'Union européenne, ça c'est sûr. En Europe, on n'a eu que 3 réacteurs démarrés depuis les années 2000, donc en 20 ans. 4 réacteurs en construction dans notre fameuse EPR, dont on voit quand même que les retards qu'il prend, le retard technologique, je pense qu'il y aura des conférences spécifiques sur cette problématique particulière de l'EPR. La moyenne d'âge du parc installé en Europe, il n'y a pas que nous qui avons des vieilles centrales, c'est 32,4 ans. Et c'est surtout la France en fait qui est la source de l'économie du nucléaire en Europe, puisque à elle seule, elle représente 46% des réacteurs et plus de 50% de la production. Voilà. Donc effectivement, on peut exporter éventuellement notre production nucléaire, et puis on en a fait une force, mais voilà, la force jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la force, ça va aussi avec les déchets qu'on produit, et on va parler après de la suite du coût du nucléaire. Parce que, puisqu'on doit parler du coût du nucléaire, le coût du nucléaire, moi, c'est pas, je ne vais pas vous parler de combien coûte un mégawattheure produit par le nucléaire par rapport à l'éolien ou tout ça, parce que les chiffres, ils varient tous les jours. Et la bataille des chiffres, elle est impossible à suivre là-dessus. Ce qui est important, et ce qu'on n'a pas suffisamment pris en compte dès le départ de la filière, c'est que la filière nucléaire française, il y a bien sûr les investissements d'après-guerre, et puis des investissements pour le nucléaire civil, mais bien sûr le nucléaire militaire aussi. Et puis, donc, la construction des 58 réacteurs, c'était 96 milliards d'euros. Enfin, je pense que c'est en euros. Ça, c'est une diapo produite par la Cour des comptes, qui a mis son nez un petit peu dans la filière nucléaire et puis qui nous a bien ouvert les yeux, parce qu'il y avait quand même des chiffres qui circulaient qui étaient un petit peu erronés ou un petit peu, on va dire, biaisés. Et il manquait surtout, des étapes. Donc, il y avait donc cet investissement avec la construction, les filières de retraitement, la recherche,
bien sûr. Donc ça, on va pas... On ne peut que se féliciter qu'il y ait de l'investissement dans la recherche et dans le retraitement, parce que ça, et surtout dans la recherche par rapport au traitement des déchets. Et puis après, il y a, tout ça avait été occulté en fait par la filière du nucléaire quand on avait nos factures d'électricité qui arrivaient à la maison, entre les subventions de l'État et le fait que le coût du démantèlement, la gestion des déchets à long terme, tout ça n'avait pas été pris en compte dans le coût du nucléaire. Effectivement, ça fait une électricité pas très chère. Et on s'est habitué à ça. Et on a construit beaucoup de choses. On s'est habitué à avoir de l'électricité vraiment très très facilement et pas cher. Et on a fait nos logements avec des chauffages électriques, voilà, qui sont des passoires énergétiques, tout ça. Et donc on se retrouve dans cette situation aujourd'hui qui est vraiment embêtante à cause de ça. Alors, ici, peut-être le schéma est un petit peu compliqué, ici, mais par contre, ça, on voit bien la tendance de la courbe. Et c'est la courbe qui montre les dépenses annuelles de maintenance des 58 réacteurs. Donc, on a dit qu'on avait commencé à les construire après-guerre, dans les années 50. En 2003, on était à 584 millions d'euros en 2003. On est en 2009 à 1,5 milliard. Déjà, on est multiplié par 3. Et puis, vous voyez comment la courbe ici, elle monte, elle a une inflexion comme ça, très rapide et brutale. Et c'est 2011. Et 2011, c'est Fukushima. Et donc, après Fukushima, là encore, puisqu'il y a n'hésitons pas à souligner les choses positives, on a une autorité de sûreté nucléaire qui a pris en compte très très sérieusement l'accident de Fukushima et qui, à la suite de cet accident, a obligé les exploitants à revoir entièrement leur maintenance et la sûreté nucléaire. Donc il y a des tas de choses qui ont été mises en place dans les centrales nucléaires pour, en fait, c'est le retour d'expérience Fukushima. Ça veut dire qu'il faut que sur chaque site, on ait X, comment on appelle ça, autre source d'énergie, là, comment on appelle, les petites batteries autonomes, enfin pas autonomes. Les générateurs. Générateurs, merci. Les générateurs pour reprendre le truc si tout d'un coup ça ne marche plus. Là. C'est ce qui s'est passé à Fukushima, hein, c'est parce qu'il y a eu des pannes de générateurs et que les deux qui étaient sur place, il se trouve qu'il y en avait un qui était en maintenance et puis le deuxième il n'était pas opérationnel, il n'a pas fonctionné, donc ils se sont retrouvés sans pouvoir pomper l'eau qui rentrait dans le cœur du réacteur. Donc voilà, et donc tout ça, ça fait des surcoûts énormes. Donc une dépense totale de 55 milliards d'euros depuis 2003 pour la maintenance des centrales nucléaires. Alors, du coup, on se retrouve avec, en ce moment, une bataille entre deux choix, enfin, pour la filière nucléaire. Bon, la production, on a vu que ce n'était pas des nouvelles centrales à part le l'EPR, il n'y avait pas un grand autre projet. Mais où sont les coûts aujourd'hui du nucléaire? La maintenance, on l'a dit. Et puis, on a le choix, deux choses qui circulent, dont on entend parler dans la presse et tout, c'est le grand carénage et le démantèlement. C'est les deux sources de coûts énormes du nucléaire qu'il y a maintenant. Alors, le grand carénage, c'est un terme qui a été utilisé par EDF lui-même en 2014, je crois. Donc c'est leur truc, ils ont dit, bon bah, nous, pour rassurer un peu tout le monde, et parce qu'ils avaient un intérêt aussi à faire ça, on lance un énorme plan de rénovation de nos centrales nucléaires et de maintenance pour pouvoir les prolonger au-delà de 40 ans. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tenir compte aussi du retour d'expérience de Fukushima. Donc, on a un plan d'une durée à peu près de 10 ans, et voilà. Et donc, ils ont fait une grande conférence de presse pour expliquer qu'ils allaient faire le grand carénage de nos centrales nucléaires, grâce à quoi c'était plus la peine de s'inquiéter, on allait pouvoir continuer à avoir du nucléaire sans construire de nouvelles centrales. Ça coûterait trop cher, donc voilà, ils ont fait ce choix-là. Mais
ils ont estimé à 50 milliards d'euros le coût du grand carénage pour les 58 réacteurs de France. Et puis, la Cour des comptes, elle, elle a refait son calcul. Et en fait, elle a dit que ce ne sera pas 50 milliards d'euros, ce sera plutôt 100 milliards d'euros. Il y a juste un facteur 2, c'est pas grave. Hein. Mais bon, voilà. Donc c'est sûr que c'est plus vendeur quand vous dites que vous allez faire quelque chose à 50 milliards d'euros qu'à 100 milliards. Alors pourquoi 50 milliards d'euros alors que la Cour des comptes a fait 100 milliards? C'est que eux, en fait, ils ont EDF, il a juste calculé en prenant le grand carénage sur une centrale, un type de centrale. Il y avait 4 réacteurs et puis il a multiplié par 10 pour arriver au nombre de réacteurs qu'il y avait en France. Et puis voilà, il est arrivé sur 5 000. Sauf que, en fait, les réacteurs en France, ils ont chacun leur spécificité, ils ne sont pas tous construits pareil, et donc les maintenances ne sont pas les mêmes. Et les coûts de maintenance ne sont pas les mêmes. Donc la Cour des comptes a fait un calcul un peu plus précis, réacteur par réacteur, et on arrive quand même à un coût multiplié par 2. Et puis, il y a bien quelque chose aussi dont il faut tenir compte, c'est le démantèlement. Puisque le démantèlement, aujourd'hui, on est obligé d'y penser, puisqu'on doit rentrer dans le cadre de la loi de transition énergétique et de croissance verte, hein, la loi de 2015, qui prévoyait, je vous le rappelle, de passer de 75%, 77% de production du nucléaire à 50% en 2025. J'ai envoyé l'imparfait puisque depuis quelques mois, on sait que maintenant ce n'est pas possible, même avec un ministre de l'écologie avec une étiquette plutôt écolo, il paraît qu'on ne pourra pas le faire, donc ce sera plutôt 2035. Voilà, alors pourquoi les arguments de Nicolas Hulot en disant ça, c'était pour priorité à sortir du charbon et si 2025. Tout ça parce que depuis le temps qu'on en parle, on n'a pas commencé à faire ce qu'il fallait. Hein. Donc si on avait commencé à faire ce qu'il fallait dès le moment où on a commencé à parler de transition énergétique, on aurait pu réussir en 2025. Et à force de tergiverser et de parler, et de... voilà, on n'y arrive pas. Donc ce sera 2035 peut-être que la loi pourrait être appliquée de diminuer la part du nucléaire pour faire monter en puissance la part des énergies renouvelables. Et puis donc quand on va fermer ces centrales nucléaires, il va falloir les démanteler. Et là, les chiffres d'EDF, alors on peut les prendre avec les pincettes, hein, puisqu'on voit que pour le grand carénage, ils ne sont pas très précis. Donc pour le démantèlement, je ne sais pas, voilà, je n'ai pas refait les calculs et je ne me lancerai pas là-dedans, mais disons qu'ils ont prévu, pour l'instant ce qu'on sait, c'est qu'ils ont prévu 75,5 milliards d'euros pour l'ensemble des 58 réacteurs, tout en provisionnant dans la conception des différents réacteurs juste 350 millions d'euros par réacteur. Donc en fait, ils n'ont pas du tout l'argent nécessaire au démantèlement. Donc le démantèlement, si ce n'est pas EDF qui paye, je vous laisse deviner qui va payer. Voilà. Les autres exploitants européens, eux, ils ont prévu ils ont provisionné entre 900 millions et 1,3 milliard par réacteur. Voilà, on n'est pas du tout sur la même, sur la même échelle. EDF, là encore, ne tient pas compte de la diversité des installations. Il y a des choses qui sont particulièrement difficiles. Alors, on a le bel exemple de Brennilis. Je ne sais pas si vous connaissez cette centrale. Certains ont dû y aller un petit peu manifester dans les années 60-70. Hein. Une centrale mise en fonctionnement en 1967 avec une technologie très particulière, avec de l'eau lourde, de l'eau tricier, et qui s'est rapidement présentée comme une technologie pas du tout efficace et dangereuse, très dangereuse pour l'environnement et pour les populations. Donc en fait, cette centrale, elle a fonctionné pendant 18 ans. Et là, on vient de terminer la première tranche de démantèlement, c'est-à-dire juste la construction, et on n'a pas encore touché au cœur des réacteurs. Et donc, on va mettre 40 ans à la démanteler. Donc, qui dit 40 ans dit le coût. Hein, Donc en fait, voilà, il faut avoir en tête que le nucléaire, c'est le fonctionnement actuel, c'est les déchets,
il y aura des conférences sur les déchets aussi, je pense, pendant la marche. Et c'est le démantèlement. Hein, parce que les déchets, dans une centrale nucléaire, on ne fait pas que retirer les déchets nucléaires hautement radioactifs, ou je ne sais pas quoi, mais tout ce qui a été une centrale nucléaire est traité comme un déchet nucléaire, en fait. Et donc récemment, justement, vous avez vu que j'étais membre des commissions locales d'information dans le Cotentin, et on a eu une conférence de l'ASN, enfin une présentation de l'ASN du plan déchets nucléaires français. Et eux-mêmes, et l'IRSN, gendarmerie nucléaire aussi, l'Institut de recherche de sécurité nucléaire, dit bien que là, on ne sait pas quoi faire de tous ces tonnages de centrales nucléaires à venir. Alors, ça me fait bien rire quand on entend dire « Ah ouais, mais vous ne vous rendez pas compte, les éoliennes, ça fait 40 mètres de haut et comment on va recycler ?» Alors là, tout le monde s'inquiète de savoir comment on va recycler les pylônes des éoliennes. Tout d'un coup, ça intéresse le recyclage. Alors, les tonnes de béton des centrales nucléaires, apparemment, ça ne pose aucun problème. Donc, voilà, il faut quand même ça. Donc, rapidement, donc aujourd'hui on a quand même on a 9 réacteurs d'EDF qui sont en cours de démantèlement. Donc on a vu une liste, je vous en ai parlé, on en a 2 à Saint-Laurent, à Chooz. Et vous voyez, à chaque fois c'est des exploitants qui sont différents ou des technologies qui sont différentes. Hein. Et puis au budget, à Chinon, et avec à chaque fois des technologies différentes. Alors ça veut dire qu'il faut adapter le démantèlement à chaque type de technologie, et les problématiques ne sont pas les mêmes. Ce qui est prévu, donc, c'est que les déchets à long terme, c'est pour ça que CIGEO, c'est si important pour la filière nucléaire, ils y tiennent tellement, c'est que personne ne veut ces déchets nucléaires. Hein. Donc il va falloir quand même les mettre quelque part. Alors, ça c'est les réacteurs, mais on a aussi beaucoup d'autres installations nucléaires hein, sur le territoire français, des installations civiles de recherche, des installations militaires et des choses obsolètes. Et enfin, ce que j'essaie de dire dans les quilles, quand j'y participe, c'est que mais un déchet nucléaire, c'est pas un déchet lambda, quoi. C'est un déchet tout à fait à part, puisque c'est des centaines, enfin pas tous, hein, mais ça se compte en plusieurs mois ou plusieurs années, plusieurs milliers d'années. Et donc là, on n'a aucun déchet qui soit comparable à cela. C'est pas le truc enfin, le cœur de la conférence de ce soir, mais en tout cas, voilà, on sait que ces déchets, ça va aussi entrer dans le coût du nucléaire et le coût à venir. Alors, la question qui se pose, bien sûr, c'est bon, ok, c'est plus si rentable économiquement, mais du coup, est-ce que les autres énergies, elles sont compétitives? Le super mot compétitif, ça veut dire quoi compétitif? Ça veut dire rentable à court terme? Ou ça veut dire, il y a 2 choses qu'on nous oppose tout le temps, c'est dire on n'arrivera pas à fournir ce qu'il faut comme énergie avec les énergies renouvelables, et puis ce sera trop cher. Mais ce sera trop cher, ça vient en deuxième point. Alors que souvent on nous dit, on n'y arrivera pas. On ne va pas remplacer le nucléaire par l'éolien, ou par le solaire. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que si, au niveau mondial, les énergies non renouvelables, qui est la courbe en rouge ici, depuis 2012-2013, la production d'énergie, les courbes se sont croisées depuis 2013. Hein. Donc on produit au niveau mondial aujourd'hui plus d'énergie renouvelable que d'énergie, et puis c'est pas que du nucléaire, c'est nucléaire, gaz de schiste et gaz et pétrole. Voilà. Donc du coup, il faut aussi que ça se sache. Et que quand on vous dit ça, on vous dit bon, on ne pourra pas, et bien si, de toute façon ça existe déjà. Il y a déjà plus d'énergie renouvelable produite dans le monde que d'énergie nucléaire. Et puis, l'autre argument, c'est oui, mais ces énergies renouvelables, comment on fait l'intermittence? Comment on va faire? On ne peut pas les stocker, alors comment on fait? Parce qu'il y a l'intermittence. Et voilà. Et voilà ce qu'on apprend quand on participe à l'EQI et qu'on est un petit peu dans le nucléaire, c'est qu'en fait, ça c'est un article de 2016, au mois d'octobre, dans le Figaro, donc on ne peut pas, ils ne sont
pas ni pro ni anti-nucléaires, enfin ils ne sont surtout pas anti-nucléaires, et ben, il disait qu'il y avait 23 réacteurs nucléaires à l'arrêt à l'approche de nucléaire. Donc, moi, une filière dont il y a presque un tiers des réacteurs qui ne fonctionnent pas à 2 mois de l'entrée dans l'hiver, pour moi aussi c'est l'intermittence quelque part. Donc il faut savoir qu'en permanence, il y a des réacteurs qui sont à l'arrêt, soit parce qu'il y a un problème, soit parce que pour la maintenance, on est obligé de les arrêter régulièrement. Donc le nucléaire, oui, non, c'est pas non plus les réacteurs nucléaires, ils ne produisent pas de l'énergie en continu tout le temps, et oui, il peut y avoir une intermittence. À Paluel, qui est un de nos réacteurs normands, l'intermittence, ça a été 3 ans d'arrêt, parce qu'il y a une cuve qui est tombée au moment de la maintenance. Ça vient de redémarrer, 3 ans d'arrêt. Donc c'est pas rien. Et puis c'est plus difficile de redémarrer une centrale nucléaire qui a eu un souci qu'une éolienne qui n'a pas de vent. C'est sûr que... Donc voilà. Et puis le deuxième chose qu'il faut qu'on sache, c'est que sur la compétitivité du coût, alors là je vous avais annoncé que je ne vous donnerai pas de chiffres parce qu'effectivement il varie beaucoup, mais en tout cas il y a une étude qui vient de sortir en 2018 où pour la première fois l'ensemble des énergies renouvelables, le coût des énergies renouvelables diminue, plus on en produit, plus le coût diminue, et l'ensemble de ces énergies renouvelables deviendrait beaucoup plus compétitive. Donc voilà pour le truc. Et puis, pour finir, j'avais juste envie de vous mettre ce petit clin d'œil. Quand on vous dit, oui, mais le nucléaire, ce qu'on nous a dit pendant 50 ans, le nucléaire, c'est l'avenir, je suis un peu d'accord, parce que dans 100 000 ans, on en parlera encore.